contact des citoyens, des consommateurs, de tout un chacun, ce sont les entreprises. Et elles sont, elles aussi, confrontées à ces évolutions. Donc c'est Élise Dufour qui va nous en parler, à qui j'ai succédé en qualité de président de l'association, qui est une consoeur spécialisée dans la protection des données, le cloud, les data, donc qui est forcément juriste et donc avocate, qui est passée par plusieurs cabinets, dont Dreyfus, et qui a été directrice chez Alain Bensoussan, avocat, qui est aujourd'hui associée chez Bignon-Lebré, en charge donc du département principalement de protection des données personnelles. Oui, nouvelles technologies. Nouvelles technologies, et qui a aussi augmenté ses compétences, pas que juriste, puisqu'il a aussi fait plusieurs formations du côté du monde de l'entreprise, à HEC, à l'IEA, etc. Donc, Élise, merci d'avoir pris ce sujet avec nous, qui est un des sujets sur lesquels on veut énormément travailler l'année prochaine au sein des débats de Cyberlex, dans nos réunions mensuelles. Et tu vas nous parler de la responsabilité numérique des entreprises au regard des standards qu'elles doivent proposer pour les nouveaux usages qu'elles développent. Et depuis que tu as proposé ce sujet, j'ai un peu plus fait attention dans la presse et dans ma veille. Et il y a énormément de choses, et autant des initiatives publiques que privées d'ailleurs en la matière. Donc, à toi de nous expliquer. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous d'être présents pour ces rencontres annuelles de Cyberlex, qui sont toujours un événement attendu et riche en interventions. Et je tiens à saluer la qualité des interventions de cet après-midi. La barre est haute pour moi. Mais cette question va vous passionner comme moi, je pense. Quelle est la responsabilité numérique des entreprises? Comment faire aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise responsable, qu'on est une entreprise éthique et qu'on souhaite utiliser les technologies pour être compétitif, pour s'inscrire dans le monde de demain? Comment faire pour avoir une approche responsable? Cette approche responsable, elle est difficile à définir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de cadre légal qui existe. On l'a dit tout à l'heure avec OVH. Il n'y a pas de loi qui organise cette responsabilité de l'entreprise dans l'exploitation des ressources numériques qu'elle pourrait être amenée à avoir dans le cadre de son activité. Donc, si on n'a pas de cadre légal en tant que tel qui vient déterminer quelle est la responsabilité que la société peut avoir dans l'exploitation des ressources dans le cadre de son activité numérique, eh bien, c'est à nous de la définir. Et je vous propose aujourd'hui de construire ensemble un cadre, et je vais vous faire participer pour pouvoir construire ce cadre de demain, puisque cette entreprise numérique éthique qu'on veut construire ensemble, on a entendu aujourd'hui ces mots, on a entendu les mots de risque, de éthique, de responsabilité, de confiance. Tous ces mots tournent ensemble, et c'est à nous, acteurs de ce monde de demain, de construire ce monde et aussi d'éduquer nos collaborateurs, nos enfants, nos associés aussi finalement, et puis nos parents, pourquoi pas, à pouvoir exploiter de façon éthique ces ressources qui sont mises à notre disposition. Et il me semble qu'il faut le faire non pas au niveau national, ce serait déjà pas mal bien sûr, mais il faut le faire au niveau non seulement européen, mais aussi au niveau mondial. Et donc cette ambition, elle est un peu à l'instar de ce qu'on a vécu avec le RGPD, qui est devenu un standard mondial, de construire demain notre standard au niveau de l'IA, qui sera adopté à horizon de 2023. Pourquoi ne pas construire ensemble ce standard mondial au niveau des entreprises pour avoir une entreprise éthique dans l'exploitation des ressources? Alors quels sont les points que l'entreprise qui veut s'inscrire dans une logique de RNE, de responsabilité numérique des entreprises, pilier du RSE, donc ce sera un dérivé de cette RSE, va devoir adresser? Eh bien, il me semble que la première chose qu'on va devoir aller regarder, eh bien, c'est le fameux RGPD. C'est ce RGPD, c'est l'exploitation de la donnée personnelle, qui va nous aider à être respectueux d'un point de vue numérique de l'utilisation de nos ressources pour protéger l'utilisateur. Pourquoi le RGPD est un premier pilier?
Eh bien, parce qu'elle nous donne déjà des lignes à suivre en termes d'exploitation des données. Le premier principe, vous le savez, c'est la minimisation des données. Donc, soyons déjà sobres dans l'exploitation des données, soyons raisonnés et minimalistes, et ça sera bon pour la planète. Donc, c'est notre premier pilier RGPD. Et également, cette exploitation de la donnée, elle va se faire par la sécurité, évidemment. C'est aussi l'autre objectif qu'on va poursuivre pour avoir une responsabilité, une entreprise numériquement responsable. Elle se doit de sécuriser les données. Donc, finalement, en ayant en tête le respect du RGPD, on est responsable et on est éthique dans l'exploitation des données. Le deuxième élément essentiel, il me semble, dans l'exploitation des données, c'est évidemment l'impact que va avoir l'utilisation des ressources sur l'environnement. On en a parlé tout à l'heure avec OVH, on a vu qu'il y a un impact environnemental dans l'exploitation des data centers, mais également au niveau de l'entreprise, tout simplement par l'utilisation des outils qu'on intègre à l'entreprise. Donc c'est à voir dans le choix qui est fait des fournisseurs d'outils informatiques, que ce soit les copieurs, les ordinateurs, les smartphones, un choix dans des ressources qui soient responsables, qui soient éco-responsables. Pour se faire une idée, pourquoi pas, de prévoir un scoring, comme ce qui est prévu, à l'instar de ce qui est prévu par exemple pour les plateformes demain en termes de sécurité. Un cyberscore va être obligatoire pour les plateformes d'un certain niveau, avec un certain volume de données exploitées. Eh bien, prévoyons ce score, cette espèce de Nutri-score qui serait cet éco-score, de façon à ce que l'entreprise puisse choisir en connaissance de cause un matériel responsable et donc elle-même avoir une approche vertueuse et responsable. Le troisième point essentiel, il me semble, on l'a évoqué tout à l'heure avec monsieur David Gruson, c'est les IA. Les IA de demain sont puissantes, elles seront prégnantes, elles seront présentes, et il faut également avoir cette approche responsable vis-à-vis des IA. Pourquoi ? Toujours pour protéger l'utilisateur. Le maître mot, il me semble, vous l'avez dit, Anne, c'est le droit, mais la techno également doit être d'abord au service de l'homme, de l'humanité, de l'utilisateur. Et cette IA qui va être puissante, qui va nous dépasser, elle doit être au service de l'utilisateur, donc on doit pouvoir la maîtriser, mais on doit aussi pouvoir la comprendre, et surtout, ne pas lui permettre de prendre une décision sans qu'un humain puisse intervenir. C'est certainement un autre grand pilier, un grand fondement. Pourquoi ? Parce qu'une IA n'a pas de sentiment, parce qu'elle n'est pas capable de prendre en compte l'ensemble des éléments à analyser dans le cadre d'une décision, et elle ne doit pas être autonome dans la prise de décision. Toutes ces technos, ce ne sont que des outils, elles viennent nous aider, ces outils viennent nous aider dans notre travail et donc au sein de l'entreprise. Donc c'est l'autre fondement, je pense, c'est les IA doivent être maîtrisées, doivent être comprises. Et le dernier fondement, il me semble, pour créer une entreprise numériquement responsable, c'est de protéger l'utilisateur pour qu'il n'y ait pas de fossé, de creuset au sein de l'entreprise entre les utilisateurs, entre mes associés d'un certain âge qui ont du mal à se faire à l'outil informatique, à envoyer un email. Bon, ils ont progressé, hein, je suis un peu dur avec eux. Mais donc, pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique au sein de l'entreprise et que les utilisateurs soient accompagnés et ne craignent pas l'outil numérique qui sera très puissant et qui sera nécessaire à tous les métiers, je pense, de demain. Un dernier point peut-être, toujours sur cette idée d'entreprise numériquement responsable, peut-être 4 grands principes à aller voir, les 4 grands principes qu'il faudra aller toujours garder en tête dans le cadre des choix qu'on peut être amené à faire, non pas uniquement au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la société, j'ai envie de dire, de façon générale. On l'a dit tout d'abord, le numérique, la techno doit rester au service du vivant, au service de l'humain. Au service du vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ressource qui va être utilisée, qui va être exploitée, va avoir un impact sur la société,
société et sur l'écologie et sur la planète. Donc il faut pouvoir lui rendre ce qu'on lui a pris. Donc c'est ce premier point qu'il faut prendre en compte et donc aussi protéger le vivant, donc nous finalement demain. Car si nous n'avons plus de ressources, si l'exploitation de nos ressources est exponentielle, eh bien c'est l'humanité qu'on met en danger. Donc ça passe par cette idée peut-être de sobriété, de cette sobriété dans l'exploitation. Toujours dans cette idée de sobriété, les puces, on l'a dit, seront présentes partout demain. Il y aura une invasion de puces. Eh bien la première question à se poser, c'est est-ce que cette puce est nécessaire? Est-ce qu'elle est utile? Qu'est-ce qu'elle va venir résoudre? Quel problème elle va venir créer? Parce qu'en créant, si vous utilisez des puces pour votre tourneuse, pour votre voiture, il y en a 100 par voiture, eh bien c'est autant de problèmes que vous êtes amenés à gérer demain nécessairement. Donc est-ce que cette puce est absolument nécessaire? L'autre point qu'il faut bien prendre en compte, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les ressources qui sont exploitées, l'exploitation des données est exponentielle et que le cerveau, on l'a dit, n'est pas capable pour l'instant de traiter de façon aussi rapide l'ensemble de ces informations. Donc il faut bien prendre en compte le fait que au sein de l'entreprise, les technos vont vite, mais les humains ne vont pas aussi vite. Donc toujours cette idée de protéger l'humain et de voir ce qui est nécessaire de façon à ce qu'il n'y ait pas un schisme ou un fossé qui soit créé entre les générations, mais aussi entre les utilisateurs. Il y a évidemment à chaque fois un impact sur l'environnement, mais également une fatigue mentale qui est créée derrière. Et voir si on est capable de l'absorber et de la gérer, de la juguler. Et enfin, se poser cette dernière question quelle stratégie adopter finalement globale? Et cette stratégie globale, il faudra qu'elle soit évidemment gérée au niveau national, mais au niveau européen et au niveau finalement mondial. Et pour ça, il faut des standards. Je pense qu'il serait bien d'avoir, comme on a une charte européenne des droits de l'homme, on peut également avoir une charte de protection de l'humanité et de la planète du fait de l'utilisation des ressources numériques qu'on peut être amené à avoir et en les régulant et en les jugulant et en gardant à l'idée ces deux principes fondamentaux, sobriété, nécessité. Rester sobre, est-ce nécessaire? Merci beaucoup. Merci énormément. Alors c'est la palissade que de dire ça, mais la formule est la seule, c'est de dire que les défis sont immenses. Non pas toujours la même, mais il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent. Est-ce que vous avez des questions suite à ces deux interventions? Oui. Allô, oui, bonjour, merci Christophe Dubois-Damien. Je suis CIO de 01 Innovation, qui est une SAS spécialisée dans la transformation numérique. Et j'ai des responsabilités également à IESF et à Sciences Po. Alors c'est une question qui s'adresse à Madame Anne-Sophie Bordry. Le titre, les débuts, les premiers mots de votre intervention, c'est les défis auxquels sont confrontés les élus. Alors en fait, il semblerait que on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre de députés experts dans les domaines du numérique. C'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est ça. Alors, quel est votre avis? Parce qu'en fait, parmi les 35 000 communes, parmi tous les maires, alors, où en est-on pour le moment? Et ne pensez-vous pas qu'il y a un très gros effort de vulgarisation, de sensibilisation, d'évangélisation auprès des élus? Autrement, ou qu'ils donnent l'exemple, on parle par exemple de plateformisation de l'État. C'est une excellente question. J'ai commencé ici à travailler au Sénat, donc avec des élus du territoire qui avaient souvent un double mandat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils étaient élus locaux et sénateurs. La plupart, en fait, n'avaient pas forcément, enfin, en tout cas, la spécialité Internet n'existait pas. Il y avait une spécialité télécom et une spécialité culture. Et la spécialité Internet est arrivée par la notion des droits d'auteur, justement. Donc la transposition de la directive droit d'auteur, c'est sur le sujet sur lequel j'ai travaillé. C'est extrêmement difficile de voir des parlementaires ou des élus locaux qui soient spécialistes du domaine, mais en fait finalement le problème il est démocratique. On n'élit pas un maire pour ses compétences. On l'élit parce qu'on a une sensibilité politique. Donc en fait je pense qu'il est du domaine du politique, du parti politique ou du groupe politique de s'approprier et de
de mettre dans son programme politique un certain nombre de choses qui concernent le sujet du numérique à tout point de vue, donc aussi bien pour l'individu que pour l'ordre public, et puis aussi pour la notion de comment le territoire finalement, quand on est élu, on en est démuni parce que ce sont les plateformes qui ont accès à la data et plus les collectivités territoriales par exemple. Et donc ce point de vue-là, je pense qu'il est de la responsabilité des groupements politiques d'acculturer ces candidats avant de leur donner une investiture et d'essayer de, quand on donne une investiture à un candidat, de faire en sorte que cette personne il y a un avant-centre, quelqu'un d'autre, etc. Donc je pense que ça, c'est pas du tout la réflexion des partis aujourd'hui, et c'est bien dommage parce qu'il y a un vrai problème de spécialité. Et aujourd'hui, les textes sont tellement difficiles qu'il faut être expert. Maintenant, quand on est élu, on est obligé un peu d'être expert. Et la plupart ne le sont pas ou le sont par leur domaine professionnel. Et quand on regarde les CSP des différentes assemblées, souvent, en tout cas au niveau de la mairie de Paris, c'est des fonctionnaires, finalement. Moi, je suis pas fonctionnaire. Ma société s'appelle Médicis, dans la salle qui nous reçoit. Mais je pense qu'on est très peu à être de la vie civile privée, à avoir des expériences d'élu local. Moi, c'est mon premier mandat. Effectivement, la plupart de mes collègues sont des gens qui sont issus qui sont fonctionnaires et qui sont pas du tout acculturés aux problématiques du privé et encore moins aux problématiques de l'Internet. Donc je dirais qu'il est du ressort en fait des citoyens d'être exigeants vis-à-vis du corps électoral, enfin en tout cas des candidats, et d'exiger par le biais des partis ou par le biais des think tanks d'avoir des candidats qui sont spécialistes de certains domaines. Donc ça peut être, à mon avis, tous les domaines sont importants, que ce soit la commission des finances par exemple, ou l'écologie ou l'Internet. J'avais juste un petit point à apporter à Élise pour la rassurer sur les IA. Il y a à Bercy un service qui s'appelle le pôle d'expertise. Alors c'est un peu long, donc je vais le lire. Le pôle d'expertise de la régulation numérique. Ils sont chargés en fait, c'est des matheux. Alors là, je les ai rencontrés, des jeunes et puis des moins jeunes, mais qui sont chargés d'étudier les algorithmes qui sont mis en œuvre par les plateformes numériques. Et donc, ils travaillent beaucoup. Là, malheureusement, ils faisaient une réunion aujourd'hui où ils avaient oublié le ministère de l'Intérieur qui s'intéresse pourtant beaucoup à tout ça et qui participe souvent à des travaux. Mais il y aura un deuxième tour et on va leur demander, alors, vous en êtes où? Parce que nous, on veut savoir aussi, est-ce qu'ils sont transparents? Parce que, dans un autre aspect, un chercheur de l'INRIA, c'est moins sympathique, c'est moins gai, nous disait que de toute façon, on est dépassé par la complexité des algorithmes. Alors, quand le chercheur de l'IA le plus spécialisé là-dedans dit ça, je me dis, est-ce que tout cela n'est pas vain? Et puis, il va falloir mettre le curseur à un moment et de dire, là, vous dépassez pas, quoi. Non pas que je sois forcément répressive, mais si on se fait déborder, si on ne comprend pas, ça sera vain de savoir. On ne sait déjà pas comment ça marche. Alors, ils vont nous aider, mais... C'est tout le point, en fait, c'est cette question de la décision. Et on l'a évoqué tout à l'heure, de comment est-ce que la décision est prise. Est-ce que c'est vraiment l'humain qui la prend ou est-ce que c'est l'IA qui la suggère est tellement fort que l'humain n'aura plus finalement de possibilité de libre arbitre ou n'aura pas le courage de s'opposer à une IA. Donc c'est tout le risque, je pense, demain dans l'évolution de notre société et de la responsabilité que la société et les entreprises ont vis-à-vis du numérique, hein, de ne pas créer ce fossé entre le numérique et l'humain et d'arriver à garder les deux réconciliés. Si je peux me permettre en complément, dans le texte sur l'intelligence artificielle, le projet de règlement, il y a un principe de transparence, et justement d'accountability, de transparence, et d'éviter l'effet black box, et notamment en recourant à l'open source pour les développements au-dessus des couches algorithmiques, en recourant à l'open source pour pouvoir qu'il y ait un accès public en fait à la façon dont les algorithmes sont codés. Je voulais juste ajouter un point. Effectivement, si l'Internet de demain, c'est le métaverse et avec uniquement, principalement en tout cas de l'IA derrière,
il n'y a pas un élu qui va comprendre de quoi il s'agit. Donc comment réguler ça quand on est élu? Est-ce que ça doit se passer à ce niveau-là ou pas? Et il y a un vrai sujet qui est le sujet de l'administration, justement. Il y a des experts dans l'administration, de très pointus, mais qui sont en chambre finalement. Et c'est très difficile d'avoir un lien entre l'élu local ou même parlementaire avec ce qui se passe dans l'administration. C'est assez difficile de créer du contact. Il n'y a pas beaucoup de contact. C'est un peu comme au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Les administrateurs font leur travail d'experts. Et les politiques n'ont pas forcément la même lecture ou la même compréhension du sujet. Et ça, c'est un vrai problème. Le CEREMA, par exemple, qui dépend du ministère de la Transition écologique, essaie de construire un jumeau numérique du territoire. Est-ce que les plateformes sont au courant? Est-ce que les politiques sont au courant? Globalement, non, il n'y a pas de communication. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait avoir des règles très simples et générales, des grands standards, un peu comme les lois d'Asimov, qui permettrait de protéger, pourquoi pas, Marc, en tout cas les utilisateurs. Avoir une transparence, c'est une chose, c'est un vœu pieux, j'ai envie de dire, parce que même si tu m'ouvres le code, malheureusement, je ne vais absolument rien comprendre, mais absolument rien. Donc, si tu veux, il y a un droit à la compréhension. Là, on parle du droit à l'information. Donc, tu es en train de dire, je te donne l'info. Ouais, ok, très bien, mais je ne vais pas comprendre. Ça serait plutôt un droit à l'explicabilité. Sur les lois d'Asimov, il y a eu un projet de loi en France qui visait, quand on parlait des débuts de l'intelligence, enfin il y a 3-4 ans, il y a eu un projet de loi qui a été présenté qui mettait en avant les lois d'Asimov, mais ça a été complètement écarté. Et j'ai une question, Élise. Tu parles d'un projet, d'une charte mondiale. Je trouve que c'est très intéressant comme idée sur la responsabilité numérique des entreprises. Comment est-ce que tu verrais, par quel levier on pourrait passer pour faire monter un texte qui s'appuie sur les principes que tu as énoncés pour aller sur un plan européen, un plan ONU, et peut-être effectivement avoir, comme la Charte des droits de l'homme, quelque chose qui soit d'envergure mondiale? Je pense par du scoring, par toujours cette idée de transparence et d'accessibilité d'informations, quelque chose de très simple, ABCDE, avec un engagement de la société de se soumettre à un audit extérieur sur des critères. Il y en a une trentaine. Je crois que la Suisse a adopté un principe équivalent récemment, en 2020. Donc avec une trentaine de critères qui seraient passés au crible. Ça serait volontaire. Moi, je suis pas forcément pour la sanction. Je suis plus pour l'adhésion, mais avec une culture, avec un ensemble de points à vérifier qui seraient humains, techniques, économiques, de réaction des collaborateurs. Donc ce serait autant d'éléments qui seraient difficiles à évaluer, mais qui seraient passés en revue tous les ans, tous les 2 ans, de façon à ce que la société puisse se présenter avec un scoring numérique plus ou moins bon. Et ce serait l'ensemble de ces éléments qui viendraient faire une note globale qui serait mise à la disposition des utilisateurs qui feraient leur choix dans les ressources à consommer et à acheter, en fait, finalement. Le but, moi, je suis pour une régulation par le marché plutôt que par de la sanction ou par des amendes. Et donc, que ce soit l'utilisateur qui, en connaissance de cause, puisse faire le choix de tel service ou de tel produit parce qu'il aura été respectueux, mais globalement, de façon globale, de la vie au sein de l'entreprise au regard de l'utilisation des outils numériques. Il y a déjà un projet de texte au niveau européen pour la rentrée de septembre qui va imposer à ceux qui voudront vendre leurs produits qu'ils aient un score de cybersécurité. Donc, mais est-ce qu'il faut un texte qui englobe le score, le Nutri-Score, le cyberscore, ça aussi c'est à l'étude, mais c'est un texte je crois qu'ils se sont inspirés des États-Unis, mais ça c'est un texte qui est bon. Je crois que c'est intéressant et qu'il faut y associer les réflexions des États, effectivement, et pas que les entreprises. Aujourd'hui, les États, leur seul moyen d'action contre un service Internet qui est défectueux selon les règles juridiques, et le choix ultime, c'est d'enlever le capteur ou de couper Internet avec l'ARCOM.
Quand on l'a vu dans les révolutions du printemps arabe, en Égypte, ils ont coupé Internet complètement. Comme ça, au moins, ils étaient sans infrastructure, mais ils utilisaient le téléphone mobile. Or, le téléphone mobile, ils l'ont pas coupé parce que c'était utile pour eux, pour la survie de leur régime. Mais en revanche, les opérateurs et les plateformes ont trouvé le moyen, donc de Twitter et Facebook, de passer en version dégradée sur les cartes SIM, même sans Internet. Donc ça permettait toujours au service de passer. Donc quand on est en exercice de l'autorité, quel qu'il soit, démocratique ou pas, il y a un vrai sujet, c'est on a la main sur le bouton de l'Internet. Et quand je parlais des capteurs à déployer sur le mobilier urbain tout à l'heure, c'est un peu l'exemple bête de AirParif. On a AirParif qui a relativement critiqué aujourd'hui dans son scoring. Est-ce que demain, si on a de l'IoT déployé sur des vestes des gens en wearable tech ou sur des balcons, etc., qui vont faire tomber le prix de l'immobilier dans une rue de Paris parce que l'air est extrêmement pollué, un peu ce qu'on voit avec les couloirs du métro aujourd'hui, ça déstabilise un pays en même temps. On peut couper un service, mais aussi on peut déstabiliser un pays ou une collectivité. Les réseaux, ils existent déjà. Exactement. Avec Netamo, pour vous parler de le réseau de Netamo en matière de qualité de l'air est assez important et pourrait éventuellement être utilisé. Mais est-ce que finalement tout ça, c'est pas la nécessité pour moi on a déjà changé d'époque, mais de faire du droit autrement et non plus de faire ce constat qu'on ne peut plus prévoir l'usage d'une technologie parce que le système de fabrication de la loi, la fabrique de la loi n'est pas assez rapide pour pouvoir s'en emparer, et que on a l'exemple du RGPD et un de nos intervenants disait qu'il pensait qu'il allait y avoir des effets de bord qui seraient néfastes et la mise en œuvre l'a détrompé. Après, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Ça dépend vraiment de votre qualité d'optimiste ou de pessimiste, et ainsi de suite. Mais cette manière d'aborder le texte, dont le RGPD a quand même été le premier grand texte, qui est de dire on fixe des principes, débrouillez-vous pour les respecter, on vous donne des outils, mais débrouillez-vous pour les respecter et soyez en mesure de nous expliquer. C'est pas ça en fait la méthode. De mon point de vue, c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre avec tous les règlements qui arrivent, encore une fois, DMA, DSA, IA, etc. Est-ce que vous pensez que... Mais ça, c'est des textes européens. J'ai pas le sentiment que dans la législation française, y compris dans la législation de mise en œuvre de ces textes, le message ait totalement été reçu de cette nécessité de faire du droit autrement. Ouais. Je crois que les ministres du numérique qui ont existé ont d'abord dit qu'il fallait co-construire parce qu'ils savent très bien que les innovations et surtout les usages, on ne pouvait pas les prévoir à l'avance, donc ils sont extrêmement difficiles à juguler dans un texte de loi. Donc il y a la solution de la charte qui est très bien, et donc elle est souple, elle peut être amendable. Donc ça c'est probablement ce qui a été promu en premier. Après, la loi confiance dans l'économie numérique de juin 2004, c'est simplement une transposition d'une directive européenne qui est venue donner une colonne vertébrale entre les éditeurs et les hébergeurs. Et finalement, en France, on est beaucoup dans la transposition des directives européennes, simplement, dans le travail parlementaire. Il y a eu quelques propositions de loi ou projets de loi, mais qui n'ont pas eu un impact majeur dans la structuration de l'Internet et de ses usages. Qui ont échoué, comme la loi Avia. Qui ont échoué, la loi Avia, c'est un clair exemple. Qui était probablement l'ambition était belle, mais la loi qui est quand même la loi sur le numérique, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, qui a créé l'open data, etc. C'était quand même étonnant parce que il y a eu des choses qui ont été importantes dans telle que l'open data public, qui est quand même très franco-français par rapport à la logique dans laquelle ça fonctionne. Mais pour le reste, on prenait des décisions, on mettait dans la loi des choses qui étaient déjà en décalage avec un texte européen qui en plus était un règlement, donc on n'avait pas à transposer et qui était décalé. Nous, juristes de terrain, on s'est demandé mais à quoi ça sert?
qu'est-ce qui leur passe par la tête de voter. Là, le nom m'est revenu, la loi sur la République numérique. À quoi ça sert de faire ça? C'est quelque chose qui, dans ce qu'on voit d'en bas, c'est un travail parlementaire complètement déconnecté. Il y a des parlementaires qui veulent avoir des postures. Oui, on en avait bien vu que c'était ça, mais néanmoins, ça a été voté. Ouais. Alors, il y a des propositions de loi ou projets de loi qui sont devenus nécessaires. Par exemple, quand on est passé de l'analogique au numérique pour la télévision, ça supposait une loi, là pour le coup, qui était extrêmement délicate à mettre en œuvre parce qu'il y a des effets de frontière avec le spectre. Et donc, en fait, c'était complètement nécessaire pour le coup. Donc là, alors moi j'étais en cabinet à ce moment-là, on a fait sortir une proposition de loi sur la fracture numérique et on a mis dans le texte toutes les phases en fait de passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Ce qui a beaucoup ému les élus de la campagne qui, alors pour le coup, quand on est dans une zone blanche ou une zone à peu d'attractivité, on essaie de tout faire pour mettre de l'Internet, pour garder de l'emploi, pour garder des habitants. Et donc, je crois que c'est les élus finalement de la montagne et de la campagne qui sont les plus alertes sur les sujets numériques. Et eux, par exemple, ont financé des antennes relais pour recevoir la télévision France 3 notamment, parce qu'il y a France 3 Régions, dans leur village, et sans le déclarer forcément au CSA. Et au moment du passage de la télévision analogique à la télévision numérique, ces antennes-là n'étaient pas sur la carte du CSA. Et donc, quand on est arrivé en réunion de commission, on a eu une levée de bouclier des élus de la montagne qui avaient voulu rencontrer le président du CSA, mais qui ne les avait pas reçus. Et donc, ils ont stoppé à l'article 1 qu'ils ont créé une motion, ce qui a valu que nous fassions des amendements du gouvernement dans la nuit pour rectifier le problème et comprendre qu'il y avait des antennes qu'on a appelées des antennes pirates ou des antennes fantômes. Et donc, on les a régulées, on les a reconnues. Ce qui a permis de faire le passage à la télévision numérique en prenant compte des infrastructures qui avaient été financées par les élus de la campagne. Et ça, typiquement... Pas que de la campagne. Pour terminer sur une petite anecdote marseillaise, Bernard Tapie s'était fait élire à Marseille en promettant de payer un relais TV sur ses deniers personnels. Sur les deniers personnels, c'est pas forcément idéal. Il n'a pas fait. Mais effectivement, certains élus pour l'attractivité numérique du territoire, et je pense que les plus pragmatiques sont les élus de terrain pur jus, plus que des parlementaires qui n'ont pas de mandat local. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, Clarence Tokyo. Je voulais juste m'adresser à Madame Dufour. Est-ce que vous craignez pas que cette nouvelle culture du score tende à instaurer un scoring un peu humain dans la perspective du crédit social chinois? Alors, c'est pas l'objectif, évidemment. L'objectif, c'est plutôt de scorer les entreprises, certainement pas les humains, pour protéger les humains. Le scoring social à la chinoise, il passe, c'est un bon exemple d'ailleurs, c'est de la techno contre l'humain, typiquement, qui a pour objectif de mieux maîtriser les populations qui sont plus importantes, de façon à les tenir en joue quelque part. Non, l'objectif là, c'est plutôt de réguler la techno, parce que comme on le disait tout à l'heure, il me semble que le droit n'est pas le meilleur instrument, et pourtant je suis avocate, mais il me semble que le droit n'est pas le meilleur instrument pour réguler quoi que ce soit en matière de nouvelles techno. Pourquoi? Parce que le temps de se mettre d'accord sur un texte, et la techno est déjà dépassée. Et on est déjà passé à une autre techno, et la problématique n'a pas été vue dans son ensemble. Donc, il ne me semble pas que ce soit le bon instrument pour inciter les entreprises à être vertueuses. Mais elles doivent l'être. Donc, comment faire? Le marché. C'est pour ça que je pense que le marché est une bonne façon d'y arriver. Et pour que ce soit incitatif pour le marché, c'est plus facile, si vous voulez, d'être dans un système de consommation, surconsommation. On ne fait pas attention, on jette, on prend et on ne réfléchit pas à l'étape d'après. Mais si par un tiers finalement extérieur, il y a une analyse qui est faite des ressources qui sont exploitées, de l'attitude qu'a l'entreprise vis-à-vis des ressources techno qu'elle utilise, mais aussi de l'attention qu'elle a vis-à-vis de ses propres salariés, vis-à-vis de la société, c'est une bonne façon de faire savoir au reste du monde et donc
que l'attitude qui est la bonne et que c'est la bonne ligne. Ça laisse toute la liberté à l'entreprise pour s'organiser, il n'y a rien de contraignant, mais c'est le marché qui fera son choix parce que le consommateur, on le voit bien, a envie de protéger la planète. C'est une bonne chose. Tout le monde, je pense, a ses 3 poubelles chez lui. Est-ce que ça sert à quelque chose? Certainement. Est-ce que c'est suffisant à sauver la planète? Peut-être pas. Donc c'est plus pour aller dans ce sens d'avoir un scoring et des obligations en fonction également de la taille de l'entreprise. On parlait tout à l'heure avec Gilles de l'évolution au UK du RGPD. Un RGPD acte 2 va bientôt naître avec des obligations fonction de la taille des entreprises. Je pense que c'est la bonne approche parce que c'est une approche qui est pragmatique. Et évidemment qu'une société du CAC 40 va être hyper consommatrice, va être hyper polluante. Donc évidemment que son attention devra être hyper plus forte vis-à-vis de ces problématiques-là. Est-ce que la pression qu'il y aurait sur ce type d'entreprise aurait être beaucoup plus forte que la petite PME du coin qui va peut-être... on dit qu'un email, ça représente à peu près 10 grammes de CO2. 100 personnes dans une entreprise, ça va représenter à peu près 1 tonne, je crois, de CO2 par an de consommation, à peu près. Donc c'est évidemment sur ces leviers-là, je pense qu'il faut agir. Il faut agir sur ceux qui sont les plus consommateurs, qui se veulent les plus vertueux aussi, parce qu'ils ont également les moyens d'avoir des chartes qui sont très bien rédigées, avec des bons principes, qui sont énoncés, mais qui sont peut-être pas respectés, d'où l'idée du scoring, du contrôle. Mon idée, du scoring ou autre chose, mais qu'il y ait un contrôle pour que ce qui est déclaré, parce que c'est facile de déclarer, ce soit contrôlé. Je vous donne une anecdote très personnelle. Je suis partie à Opio, au Club Med. Bon. J'étais choquée par le gâchis quotidien qu'il peut y avoir. Après, bon, voilà, on adhère pas, c'était un cadeau de mes parents, c'est comme ça. Et dans les chambres d'hôtel, il y avait cette charte éthique magnifique du on est respectueux, on se veut bienveillant, et on veut suivre telle règle, telle règle. Donc je trouvais qu'il y avait une telle contradiction entre ce qui était déclaré, mais je suis sûre qu'elle est sincère en plus, le Clamec, quand elle le dit, et la réalité du terrain, que je me suis dit, en pensant à cette conférence, car même en vacances, je pense à vous, comment faire pour contrôler tout ça? Eh bien certainement par un contrôle extérieur et par puisqu'on est dans une société de représentation de soi, pourquoi est-ce que ne pas appliquer ça également aux entreprises de façon à ce qu'elles puissent se présenter comme elles sont réellement, c'est-à-dire protectrices ou non de l'environnement et des ressources. Oui, Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric Tatou. Je suis un rehab du ministère de la Défense. Autrement dit, un converti ou reconverti, pour employer le terme de tout à l'heure de M. Bruzon. Alors, une petite anecdote, quand j'étais au ministère de l'Industrie, entre 2000 et 2005 à peu près, on avait fait toper une ministre, que je ne nommerai pas, pour financer de la sécurité informatique. À l'époque, c'était un budget de 4-5 millions par an, hein, c'était pas grand-chose, en invoquant la question du droit du numérique et du droit des contenus, de la protection des contenus, etc. Pour dire comme les choses ont évolué depuis. Voilà, vous connaissez peut-être cette histoire. Donc, pour dire que sur la question de la charte, moi je suis complètement en accord avec ce que vous dites. La charte, ça permet de créer des questions complexes avec une géométrie variable et la géométrie qu'on souhaite. Et donc, je pense que c'est extrêmement puissant. On peut prendre comme exemple la Chine, hein, dans les années 90, qui a créé une multitude de réglementations locales et d'expériences locales. Et puis de tout cela a émergé certains droits. Alors des fois, pareil, il l'applique de manière, disons, comme ça les arrange, ça c'est une autre histoire, mais ça a permis sans doute à la Chine de progresser à une vitesse assez infernale à l'époque. Et je pense que sur le numérique, on est, depuis quelques années, peut-être même sans s'en rendre compte, au niveau de la Chine en 90, quand Deng Xiaoping a dit « ça y est, faut y aller, la Chine, elle sera devant les États-Unis en 2015 ». C'était quand même le pari à l'époque. Hein. Donc on est là et on ne sait pas comment faire, et nos
parlementaires et nos sénateurs ont posé des questions de sensibilisation ou d'éducation. Alors moi j'en aurais une à poser à Madame Souvira, en fait, que je voulais poser tout à l'heure à Madame Souvira. Que Madame Souvira, tout à l'heure, à la fin de son exposé, elle agitait des chiffons rouges, c'est-à-dire les enfants, les victimes. J'ai pas dit la couleur, hein. Vous n'avez pas dit la couleur, pardon, mais il y en avait beaucoup et je me suis dit, mais alors plus on pousse le chiffon dans sa poche et puis on l'agite ailleurs. C'est un peu le problème en droit parce que vous êtes dans la fosse lion et beaucoup sont à l'extérieur et en parlent, mais vous êtes dedans, donc vous êtes au cœur du système, si je puis dire. Et donc la question que je me pose, parce que les politiques, personnellement, je peux parler librement maintenant en tant que citoyen, puisque je suis plus au ministère de la Défense, mais je suis assez inquiet sur la capacité à gérer la suite, parce que déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont instrumentalisés par des lobbies de toutes parts. Donc c'est assez effroyable et ça sera de pire en pire. Donc pas robotisé, mais quand même instrumentalisé. Ça c'est le premier niveau. Et puis après il y a d'autres choses qui s'accumulent. Donc, est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que vous savez que dans des systèmes de sécurité, quand on veut une sécurité qui tienne vraiment la route, on ne programme pas, on claque dans le dur. On fait des composants sécurisés qui sont programmés en dur, donc on ne peut plus les reprogrammer. Donc ça passe par l'éthique. Et donc, vous m'avez un petit peu rendu perplexe tout à l'heure quand vous disiez le fait de ne pas pouvoir déployer des applications en 5G ou de ne pas déployer rapidement la 5G, j'ai pas trop compris. Ça pose un problème de crédibilité. Mais la crédibilité, pourquoi? Est-ce que c'est parce que on n'a pas déployé le dernier jouet 5G, donc on est hors du coup, etc. Ou est-ce que parce que dans 10 ans, on se rendra compte qu'on a déployé une connerie et que on aura des problèmes, mais qu'on n'avait pas du tout anticipé? Donc, le politique, la question, pour le dire clairement, c'est est-ce que les élus sont capables ou est-ce qu'on peut aider les élus et comment le faire à distinguer entre leurs responsabilités opérationnelles et leur rôle politique? Alors, en particulier pour les maires, pour les autres, les ministres, je ne connais pas, moi je suis pas du tout versé dans la politique, hein, mais je serais intéressé à connaître votre point de vue sur cette question. Alors moi, je ferai une réponse personnelle. Quand j'ai travaillé chez Facebook, j'avais plus d'informations et de pouvoir qu'un ministre, probablement, sur les problématiques pédopornographie, sur les problématiques de harcèlement, sur les problématiques, je dirais, de mouvements politiques, de mouvements de masse qui pouvaient avoir une connotation politique. Donc, j'ai été c'était assez vertigineux de voir à quel point la data était conséquente dans une entreprise privée et que la qualité ou l'éthique du salarié devenait un enjeu majeur. Parce que n'importe quel employé qui a une volonté de nuire peut être extrêmement, ça peut être un vrai danger pour l'entreprise et pour la cible qu'il a, évidemment. Donc ça c'est le premier point. Donc l'élu local, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement c'est l'attractivité numérique du territoire qui l'intéresse pour préserver son emploi, pour préserver le bien-être sur le territoire et pour être réélu la fois d'après. Donc c'est ça son moteur, je pense. Après, effectivement, je pense qu'il y a une vraie défaillance des partis politiques aujourd'hui, et même depuis 15 ans, sur l'acculturation au sujet du numérique et au sujet d'éthique et au sujet la prise de conscience. Moi, je l'ai vu pendant le printemps arabe, il n'y avait aucune prise de conscience de ce que pouvait faire Facebook sur un territoire. Et on l'a vu après au niveau des écoles, au niveau des apéros géants, au niveau des soirées Projet X, où on avait du saccage permanent, mais qui était en dehors du contrôle d'une structure publique. Donc finalement, je n'ai pas la solution pour que l'élu local soit plus opérationnel, à part celui d'une perpétuelle formation par des acteurs du privé qui viendraient former, ou en tout cas avoir l'exigence quand on est citoyen, que dans le programme politique, il y a un programme important et intéressant avec une vraie vision sur les sujets sociétaux et sur les sujets numériques, qu'on n'a peut-être pas suffisamment aujourd'hui, et ça c'est le problème.
Je crois que ça existe déjà, ces formations-là, parce que je connais les gens qui le font. Oui, mais Alors, c'est pas- évidemment, ça reste peut-être encore confidentiel, mais j'allais dire, c'est pas les élus, il y a le cybercercle, le cercle parlementaire, ils peuvent venir. Il y a beaucoup d'élus quand même qui sont très impliqués et qu'on voit quand même régulièrement. Alors, je pense qu'ils peuvent pas non plus, ils vont pas passer leur temps sur Brut parce que c'est pas là, mais ils vont passer leur temps à la Cour des comptes parce que il y a des contrôles, parce qu'il y a tout ce genre de choses et il y a quand même des élus qui ont un très bon niveau. Moi, je peux citer de Laure de la Raudière en passant par Jean-Michel Mise, Botorel, enfin bon. C'est une poignée d'élus Ceux extrêmement qui ont fait des compétents. rapports Ouais. aussi, enfin il y a quand même, c'est pas qu'une poignée parce qu'ils ont un retentissement. Alors je suis d'accord que sur Parce qu'il ne peut pas y avoir 577, qu'une poignée d'élus spécialistes dans chaque spécialité, parce qu'après, nous, on est focalisé sur ces spécialités-là. mais peut-être que chacun peut ça. Moi, ce que je reproche, ça n'a rien à voir avec les élus, c'est que les gens ne veulent pas s'acculturer eux-mêmes. Quand vous disiez tout à l'heure que vos collègues, certains ne sont pas très numériques, pour être gentils, mais c'est juste qu'ils pourraient être tout à fait lettres, parce que moi j'ai largement deux fois l'âge de vos collègues. Et la question c'est, qu'est-ce que je fais moi? On en revient toujours à quelle est ma conscience à moi, et c'est pas les autres. Je vais devoir clôturer parce qu'on doit respecter l'horaire, ne serait-ce que d'abord parce que notre dernier intervenant est arrivé. Merci beaucoup Merci. Pour ces interventions. Alors, merci.